Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Luc Berthold. Bonjour M. Berthold. Bonjour M. Turmel. Vous allez bien? Ça va très bien. Ben oui, on se connaît depuis longue date. Tu permets que je te tutoie tout au long de l'entrevue? Si je peux faire la même chose, ça va me faire plaisir. Oh oui, c'est correct, c'est correct. Luc, merci beaucoup de ta présence. Du temps de député, c'est du temps précieux. Fait que merci de prendre quelques minutes pour venir me rencontrer. Mais je peux te rendre l'appareil parce qu'en cette période-là, de réussir à maintenir les activités puis de maintenir le contact avec les gens, c'est super important. Merci beaucoup à la télévision communautaire d'être là, d'avoir continué d'être là aussi pour nous tenir tout le monde ensemble, bien informés de ce qui se passe chez nous. Vous jouez un rôle extrêmement important puis c'est un plaisir pour moi d'être là. Merci beaucoup pour les mots. Luc, si tu le veux... Le temps est compté dans l'entrevue, j'irai quand même assez directement dans le sujet. Un rôle de député, on est là pour représenter les gens, on est là pour écouter leurs besoins. Au mois de mars, est arrivé la COVID. Ça a dû changer un peu le rôle, les tâches, la façon qu'on travaille en tant que député. Je pense pas juste au niveau des députés. Hein. Notre vie à tout le monde a changé au mois de mars quand on a annoncé un premier confinement majeur. Puis autant... Au bureau du député, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer. On se disait, on va avoir moins de travail. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à rester au bureau? Est-ce qu'on est confiné? Est-ce qu'on fait du télétravail? La réponse est venue des gens tout de suite. On a eu tellement d'appels parce que je vais vous rappeler un peu, on se ramène dans le début de comment ça s'est passé. Là. On était assis devant nos télés à tous les jours, 2 fois par jour, une fois pour M. Legault, une fois pour M. Trudeau. Ouais, un avant-midi, un après-midi. C'est ça. Puis là, on attendait les nouvelles. Puis à chaque fois qu'un premier ministre faisait une conférence de presse, le téléphone n'arrêtait pas de sonner au bureau. Que ce soit un ou l'autre, les gens voulaient avoir des précisions, voulaient savoir comment ça allait se passer. Plusieurs fois, puis on va parler du côté fédéral parce que c'est plus là que j'avais des réponses. M. Trudeau annonçait des programmes d'aide. N'inquiétez-vous pas, les Canadiens, on va vous aider, on va faire ça, vous allez avoir accès à des programmes, la fameuse PCU. Mais il n'y avait pas de détails. On avait le premier ministre qui annonçait des choses avant qu'elles soient en vigueur, qui annonçait des choses avant qu'elles soient sur le site Internet, mais les choses étaient annoncées, là, les gens voulaient avoir des réponses, donc ils se tournaient automatiquement vers le bureau du député. Et nous, les gens pensent souvent qu'on a des liens directs avec les ministères et tout ça. Non, c'est pas de même que ça fonctionne. Il fallait écouter le premier ministre, il fallait chercher l'information, puis après ça, essayer de trouver des réponses qui étaient correctes pour les citoyens. Donc, avec mon équipe, qui est extraordinaire, au bureau, on a réussi à faire ça, à répondre à tous les gens. Mais ça a été tout un défi. On a eu des centaines d'appels. Il y a des journées à plusieurs dizaines d'appels par jour de gens qui posaient des questions. Comme je suis assez disponible à la fois par téléphone, mais aussi sur les réseaux sociaux, mon Facebook a été inondé de questions de gens qui voulaient savoir qu'est-ce que je fais, je suis admissible, je suis éligible, ma petite entreprise va pas bien, je vais-tu avoir droit de l'aide? Bref, ça l'a... Parce que ça se multipliait beaucoup, là, les aides aux particuliers, aux personnes, après ça, les aides aux entreprises, les aides aux loyers, et j'en passe, les subventions salariales. Oui. Puis c'était à chaque jour, c'était une nouvelle mesure, puis une nouvelle mesure finalement que... On n'avait pas de détails. Là. C'est ça. Puis ça a été un peu notre défi d'essayer de se démêler dans tout ça. Puis comme d'habitude, il y a des exceptions. Donc, on a tombé sur les exceptions. Et les gens les plus surpris ont été les gens qui travaillaient à Service Canada, que je salue d'ailleurs, les gens qui travaillent à l'Agence du revenu. Eux aussi devaient faire à peu près la même chose que nous. On pense que tout était ficelé d'avance, mais non, parce qu'eux aussi devaient répondre. Donc, les gens n'étaient pas capables de répondre parce qu'ils étaient en télétravail. Ils n'avaient pas accès à tout leur système au début comme c'est maintenant.
Donc, il y avait des heures et des heures d'attente pour parler à quelqu'un. Donc, encore une fois, on faisait appel au bureau du député. Nous, on a des lignes spéciales pour qu'on puisse avoir des réponses pour des cas particuliers. Donc, on était capable de parler à des gens, mais même nous, au fur et à mesure que ça avançait, c'était de plus en plus long à avoir des réponses. On a eu tous les problèmes avec les frontières, des gens qui attendaient des travailleurs étrangers pour venir travailler ici. Les délais de traitement sont passés de semaines à des mois, à des 6 mois, à presque un an. Bref, ça a été une année qui a complètement changé notre travail, mais qui a démontré que le côté local, que le côté équipe pour desservir puis pour répondre aux citoyens a une grande, grande importance. Puis je suis vraiment fier du travail qu'on a réussi à réaliser. Je faisais des lives sur Facebook avec des gens qui les écoutaient comme j'avais jamais eu autant de gens qui écoutaient. Le but, c'était de donner l'information, de transmettre l'information, puis de donner la bonne information, parce que c'est ça qui était le plus difficile, donner la bonne information aux gens pour essayer de les aider. Mais tu continues présentement sur ta page Facebook à donner l'information, là, pas plus tard que des fois les dernières nouvelles là, provinciales, fédérales. Tu continues tant, comme je dis, les 2 paliers de gouvernement. Là. Oui, c'est... moi, ce que je me suis donné comme mandat, c'est de distribuer l'information. Puis par la suite, ça suscite des questions de référer les gens aux bons endroits. Donc, effectivement, quand il y a des annonces qui concernent les mesures sanitaires, c'est sûr que ça ne relève pas du fédéral, sauf que les mesures d'aide qui vont suivre les mesures sanitaires viennent du fédéral. Donc, c'est un tout. C'est important qu'on travaille en équipe avec les différents élus en place parce qu'on est tous là-dedans ensemble. On est tous là-dedans dans cette réponse-là ensemble, puis on passe tous à travers ça pour la première fois. On a mis en place des cellules de crise dans la MRC des Appalaches. J'en avais une dans la MRC de l'Érable, j'en avais une dans la MRC du Granit. Donc, pour réunir tous les gens des différents secteurs pour qu'on se parle, honnêtement, ça a été une année à la fois difficile, qui a été dure sur le moral, parce que parfois on parlait avec des gens qui avaient des problèmes assez sérieux, là. Quand on parle des problèmes de santé mentale qui ont été provoqués par la pandémie, je peux vous dire que c'est vrai. Il y a effectivement des gens qui se retrouvaient avec pratiquement rien parce qu'ils tombaient dans une craque d'un programme qui n'existait pas ou que tout simplement c'est des gens qui ne savaient pas faire face à cette situation-là, des entrepreneurs qui venaient de lancer leur entreprise. Puis comme il n'y avait pas d'historique d'entreprise, il n'y avait pas accès à aucune aide parce que c'était nouveau. On a eu toutes sortes de cas. Mais ça nous a fait grandir comme équipe, ça nous a fait grandir aussi dans la relation qu'on a avec les citoyens. Puis ça, je pense que ça a été... j'ai adoré faire ça. J'ai adoré être là pour les gens, puis ça m'a donné encore plus le goût de continuer à le faire. Mais cela dit, même si je veux continuer à le faire, j'espère que la pandémie va arrêter le plus vite possible. J'espère qu'on va réussir à mettre ça en arrière de nous autres. Pour continuer de bien faire le travail, finalement, puis d'aller chercher la collaboration des acteurs dans le milieu, parce que veux pas, le virtuel amène quand même, oui, une facilité de rencontre, mais en même temps, un éloignement, finalement, de l'humain. Ben, c'est ça, tu sais, c'est... Quand on parle avec quelqu'un, puis que la personne a des problèmes, de lui dire, ben, on va faire ça par téléphone, c'est pas toujours évident. On s'emporte plus facilement au téléphone que quand on est face à la personne. On a eu des situations au téléphone, des fois, où les gens se mettent en colère, puis c'est normal. Sauf que quand la personne est face à toi, tu es capable de ramener la situation, mais c'est tellement facile pour les gens qui ne comprennent pas une situation de raccrocher, puis on a l'impression qu'est-ce qu'on peut faire? On veut aider cette personne-là, on peut-tu la rappeler, on peut-tu pas? Finalement, on essayait tout le temps, mais c'est pas la même chose. Donc, oui, c'est bien le virtuel, mais il n'y a rien de mieux que d'avoir des vraies relations. Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais recommencer mon travail de député, c'est-à-dire les brunchs le dimanche matin, serrer des mains de table en table quand tout le monde sont en train de manger. Aller voir les gens, là. Aller voir les gens. Je pense pas que les gens vont vouloir non plus qu'un député se promène pendant qu'il mange puis qu'il serre la main de tout le monde un après l'autre sans se laver les mains toutes les fois. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Le porte-à-porte des campagnes électorales, ça va... Tout est en train de se transformer. On s'adapte comme député. C'est une période qui est difficile, mais qui nous fait découvrir d'autres choses de nous-mêmes qu'on ne pensait pas être capable d'offrir aux gens. Puis c'est tant mieux. Finalement, c'est l'agilité de s'organiser qui... Il faut s'organiser. Ouais. Mais encore une fois, je le dis,
tout ça, tous ces processus-là, ça vaut pas les bonnes vieilles façons de faire. Il n'y a pas personne qui est content des mesures. Il n'y a pas personne qui est heureux, puis je le comprends, puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Il n'y a pas personne qui est content de ne pas avoir été remboursé parce qu'il n'a pas pu faire son voyage. Puis là, si on part dans toutes ces affaires-là, tous les inconvénients qu'il y a eu, ça dépasse largement les avantages. On veut revenir à ce qu'on était avant. Il faut passer à travers cette période-là. Mais n'empêche que, en tout cas, je dis chapeau à mon équipe et à tous ceux et celles qui ont travaillé dans le réseau de la santé et qui continuent de le faire, les gens comme vous qui informent, les gens qu'on ne pense pas souvent, là, les agents de bureau à l'hôpital, les concierges, tous ces gens-là qui, eux autres, ont été obligés de rester là, les gens dans les services de garde, les garderies qui sont là, mais pas juste ceux qui sont en direct contact avec les gens, mais tous les autres qui ont fait en sorte que la machine a pu continuer de fonctionner. Je leur lève mon chapeau. Avec vous, je suis convaincu qu'on a tous hâte de revenir à ce qu'on était avant, mais sans vous, on n'aurait pas pu le faire. Donc, gros chapeau à tous ces gens-là. Effectivement, un chapeau à tous ces gens-là. Au point de vue des aides fédérales là, qui sont encore maintenues là, en début 2021, on parle de quel type d'aide là? Bien, il y a encore de l'aide aux particuliers, mais maintenant, la différence, la PCU, c'est terminé. Ça n'existe plus. Maintenant, tous les gens doivent passer par l'assurance emploi. Donc, le nouveau processus est une assurance emploi simplifiée. Il faut avoir travaillé moins d'heures. Donc, la première porte qu'il faut faire, c'est d'aller frapper à Service Canada pour demander l'assurance emploi. Pour les gens qui ne sont pas éligibles, il y a les prestations canadiennes d'urgence. Encore, ce n'est pas la PCU, ça a un autre nom, la PCRE, de relance, la prestation canadienne de relance économique, qui est disponible aussi. Mais encore une fois, il faut passer par l'assurance emploi. Et si là, ça ne fonctionne pas, les gens vont être référés au bon endroit. Le meilleur conseil que je peux donner aux gens qui veulent avoir de l'aide, c'est d'aller sur le site canada.ca, qui est le site Internet du gouvernement. Aide aux particuliers, puis tous les programmes d'aide pour les particuliers sont bien indiqués et vous allez trouver votre situation. Puis si vous avez de la difficulté, bien, je vous invite à appeler au bureau du député. On est là pour vous aider. Oui, on est là pour vous aider, pour vous guider. Pour les entrepreneurs, il y a la subvention salariale d'urgence qui payait une partie du salaire des travailleurs pendant cette période difficile-là. Pour les entreprises qui ont perdu des revenus. Ça a été modifié récemment, mais c'est encore en place. Ça sera en place jusqu'au mois de juin. Il y a les subventions salariales au loyer également. Pas subventions salariales, mais les subventions au loyer. Ça, c'est quelque chose aussi pour les plus petites entreprises, mais c'est également bon pour les plus grandes. Dans le fond, c'est quand il n'y a pas de revenus, de payer des loyers puis de payer des frais fixes, ça devient d'une lourdeur assez grande pour les gens. Donc, il y a ça qui est encore disponible. Il y a des modifications qui ont été apportées, mais elles n'ont pas encore été adoptées par le Parlement. Donc, on vous en avait entendu parler. Il y a des augmentations allant jusqu'à 100% du loyer qui aurait pu être subventionné, mais ces mesures-là n'ont pas encore été adoptées. On attend que le gouvernement libéral fasse procéder ce nouveau projet de loi-là pour qu'on puisse procéder au changement. Mais il y a des moyens pour les gens qui veulent être aidés de l'être. Vous savez, dans une période comme celle-là, on est porté à vouloir faire des fois un petit peu de politique, là, parce qu'on est content avec ce qui se passe. Des fois, on n'est pas content. Il y a eu des différences, c'est sûr, de perception entre le gouvernement libéral, puis le Parti conservateur, puis les bloquistes, puis tout ça. Mais la seule chose que je peux dire aux gens, c'est que foncièrement, tous les partis étaient d'accord pour qu'on aide les gens qui en avaient vraiment besoin. Ça, je pense que les gens, on a voté en faveur des mesures comme la PCU, comme la subvention salariale d'urgence. On n'aurait peut-être pas fait les choses de la même façon, mais on était tous d'accord. Là, vient un moment donné où il va falloir qu'on fasse le bilan de tout ça, puis on jugera. Mais c'est évident que, exemple, comme on vient de vivre l'épisode où on donne 1 000 $ pour 2 semaines pour des gens qui ont voyagé, qui sont de retour parce qu'ils sont forcés de se mettre en quarantaine, c'est sûr que ça a suscité beaucoup de grogne, puis c'est tout à fait normal, puis je le comprends, puis on était aussi choqués que les gens quand on a vu ce genre de situation-là arriver. Heureusement, on a tous réagi vite, puis le gouvernement a fait en sorte que ça ne se reproduira pas. Mais c'est une période qui est difficile, d'autant plus qu'on ne siège pas. Non, exact. Là, vous êtes présentement, vous êtes en arrêt finalement de travaux parlementaires. Puis vous êtes en plus en mode hybride lorsque vous siégez. Donc, ça amène aussi une nouvelle réalité du travail.
parce que vous avez un travail de député à faire en chambre, mais un travail, on va appeler ça de corridor, je dois le dire. Donc, est-ce qu'il est plus difficile de faire présentement? Bien, tout à fait. Exemple, on veut faire avancer des dossiers de comté de chez nous. Quand on siège tout le monde ensemble, les 338 députés, c'est-à-dire que la trentaine de ministres sont en face de nous autres à tous les jours. Donc, si j'ai un dossier que je veux faire avancer qui concerne la ministre du Développement économique, après la période de questions, c'est facile de m'arranger inopinément pour avoir une rencontre avec la ministre que je vais croiser dans le corridor et dire « Hey, by the way, je voudrais vous donner ce dossier-là, pouvez-vous jeter un coup d'œil là-dessus, où ça en est rendu telle chose. » Mais depuis qu'on est en hybride, ces rencontres-là, ça existe presque plus, donc il faut les provoquer. C'est vraiment, vraiment différent. Mais on a des dossiers majeurs quand même à faire avancer aussi. Si je prends sur la scène nationale, avant les fêtes, on a voté sur l'aide médicale à mourir, on a voté sur les thérapies de conversion. C'est des thérapies de conversion, juste pour faire une petite histoire courte, c'est de forcer des gens qui avaient une identité sexuelle différente d'aller suivre une thérapie pour les amener dans le droit chemin, entre guillemets, parce qu'on sait que c'est totalement illogique puis totalement fou de penser que ça peut se faire. On est ce qu'on est, on n'est pas ce qu'on veut être, on est ce qu'on est, puis on n'est pas ce que les autres veulent qu'on soit. Mais dans le pays, il y avait des thérapies pour forcer, exemple, des gens qui se déclaraient gays. On les forçait à suivre une thérapie pour qu'ils reprennent le chemin de l'hétérosexualité, ce qui est complètement... Je ne savais pas que ça existait avant d'en entendre parler à Ottawa, ce qui est aberrant, ce qui est inacceptable. Donc, on a voté un projet de loi pour bannir les thérapies de conversion. Mais ces lois-là, on doit les voter, on doit les faire quand même. On doit discuter avec les gens, on doit avoir un travail qui est fait pour... Le travail de législation doit se poursuivre parce que la société continue d'avancer. Mais si on veut pas tout arrêter, il faut qu'on continue de se rencontrer. Donc, c'est différent. Puis, en mode hybride, bien, comme je l'ai dit, les rencontres de corridor, quand on est dans le comité, on peut parler avec un collègue. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu me donnes des détails, tu me donnes un peu d'informations sur comment moi je vais voter. Parce que quand je vote comme député, je vote pour moi, je vote pour mon parti, mais je vote surtout, d'abord, pour les citoyens que je représente dans Mégantic-l'Érable. C'est plus difficile d'avoir le pouls de la population parce que là, je ne les rencontre pas les fins de semaine, je ne les rencontre pas la semaine, je peux pas... Tu sais, tout le travail de député de corridor pour faire la législation existe pratiquement plus, donc c'est différent. On s'adapte, on doit continuer de faire avancer les choses, mais c'est pas pareil. Tu sais, on parle souvent, mettons, du projet de voie de contournement à Lac-Mégantic. C'est un projet qui est un bel exemple de travail de corridor, je pense, que c'est un travail de longue haleine, qui n'est pas encore réglé non plus. Bien, c'est un dossier qui avance bien. On a eu des échéances, enfin, de la part du gouvernement fédéral. Mais effectivement, quand j'ai eu l'occasion de croiser M. Garneau, j'avais l'occasion de lui poser la question où en était le dossier. Il y avait, exemple, beaucoup d'expropriations à faire. On pouvait en profiter pour en parler. Là, on s'en parle moins, évidemment. Sauf que ça ne nous empêche pas de tenir le dossier très à l'œil, comme le dossier Internet, qui préoccupe beaucoup les gens ici, mais partout dans le comté, là. On a vu l'importance d'Internet. Oui, avec le télétravail. Là. Exactement, mais il y a des gens qui sont chez eux qui n'ont pas accès encore à Internet haute vitesse ou qui ont Internet à haute vitesse pour une personne, mais avec 3 enfants, plus un papa puis une maman qui travaillent à la maison. Ça fonctionne la haute vitesse devient très, très... utopique. C'est un espoir. Ouais. Mais donc, ça, c'est des dossiers qu'il faut continuer de faire avancer aussi. Puis on l'a vu, l'importance de ces dossiers-là. C'est plus difficile, mais on continue, puis ça se fait quand même. J'ai reçu aussi quelques personnes du milieu. L'opinion du député fédéral sur le rapport du BAP qui a été déposé, ça fait quand même quelques temps, mais somme toute... Je suis un peu mitigé par rapport au rapport du BAP. Le rapport du BAP nous a dit ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, a mis des expectatives et a surtout mis la table pour un paquet de choses qui restent à faire. Et c'est ça qu'il faut retenir surtout. Il reste beaucoup de choses à faire. On parle d'un observatoire, un institut, un centre spécialisé sur l'amiante. Il faut que ce soit mis en place le plus rapidement possible. On a vu récemment dans les journaux à Val-des-Sources qu'il y avait une rivière qui était...
pollués par l'amiante. Je le mets entre guillemets parce qu'il faut comprendre que l'amiante, quand c'est dans l'eau, ça ne va pas dans l'air, c'est pas dangereux pour les gens qui sont à côté de la rivière. On a la même chose chez nous avec l'Association de protection du lac Atwood du côté d'Irlande, qui se plaint depuis des années qu'effectivement que les résidus miniers tombent dans la rivière puis polluent la rivière. C'est vrai qu'il y a une pollution. Et moi, ma grande, je pourrais dire ma grande déception, c'est qu'on n'a pas réussi à exiger des gouvernements qui mettent en place des mesures pour nous aider à faire face à cette réalité-là. Si effectivement on vit dans une région, à Thetford, là, c'est une ville dans une mine. Moi, je l'ai souvent décrit comme ça quand j'étais maire, je le décris encore comme ça. Puis aujourd'hui, on nous dit que tout ça, on peut les utiliser, mais il faut être sécuritaire, il faut continuer d'avoir des mesures de protection, mais ça nous coûte une fortune de plus. Ce qu'on dit au gouvernement, puis ce que je dis au gouvernement, puis à ceux de mon côté, à tous les bords, écoutez, pendant des années, les gouvernements ont profité des revenus d'impôts, de taxes, de toutes ces montagnes-là, mais c'est à eux maintenant de faire en sorte de nous aider à passer à l'autre étape. Donc, des dépassements de coûts. Là, des dépassements de coûts pour des projets. Le fait qu'il y a des gens qui vont avoir de la misère à un moment donné avec leurs maisons qui sont encore avec des revêtements d'amiante. Il y a encore des travaux routiers municipaux qui se font, qui coûtent une fortune aux municipalités dans notre coin. On doit mettre en place un fonds pour réhabiliter les terrains miniers qui sont autour de nous, parce qu'on est vraiment au cœur des terrains miniers, mais on doit aussi mettre en place des mesures pour aider les gens à faire face. Qu'on reconnaisse que l'amiante est un produit cancérigène, je pense que tout le monde le sait. On continue de prétendre que l'amiante utilisée sécuritairement, c'est possible, mais sauf que c'est plus dans les cartons de personne. Donc, si on passe à une autre étape, on ne peut pas être laissé à nous-mêmes. Donc, les gouvernements ont un rôle à jouer là-dedans. Puis c'est le côté du rapport du BAP que moi, je retiens. On a mentionné que le gouvernement devrait être présent. J'espère que le gouvernement va être présent. Et mon rôle, c'est de faire comprendre la même chose maintenant au gouvernement fédéral. Que le gouvernement fédéral soit là, lui aussi, pour aider la région, ici et Asbestos, comme on l'a fait avec le fonds de 50 millions pour redémarrer notre économie. Je pense que ça a été extraordinaire. Un beau succès. On a réussi à faire quelque chose avec le fonds Christian Paradis. Maintenant, il faut faire quelque chose avec les terrains miniers. Il faut faire quelque chose avec les réhabilitations et avec toutes les conséquences de cette centaine d'années d'exploitation-là chez nous. Donc, qu'ils nous imposent des normes, OK, mais encore faut-il qu'on reconnaisse dans le milieu dans lequel on vit. Ça vient avec d'autres choses. La reconnaissance, l'application finalement de ça, faut que techniquement ça revienne avec de l'aide, on va dire plus financière, pour nous aider à appliquer ces règles-là. Bien, effectivement, parce que je pense pas que c'est aux citoyens puis à la population de Thetford Mines puis des environs de payer seuls pour une richesse qui a fait profiter le Canada au complet pendant plus de 100 ans. Il reste quelques minutes à notre entrevue, Luc. Si on parle de sujets à venir, la session parlementaire risque de recommencer. On va travailler sur quoi? Bon, évidemment la COVID, mais les autres sujets... Ce qui est le plus drôle, c'est que tout est maintenant tout est maintenant en relation avec la COVID. Il y a beaucoup de dossiers comme Internet. Je pense que c'est un dossier qu'on doit absolument régler. Les gouvernements ne peuvent plus attendre. Là. Il faut absolument qu'on réussisse à brancher tout le monde. D'autant plus que M. Legault l'a dit la semaine dernière, on ne le sait pas combien de temps ça va durer. On espère un retour à la normale avant la fin de 2021. C'est une phrase qui est lourde de sens. Ça veut dire qu'il peut y avoir encore du télétravail jusque-là, tant qu'on n'aura pas des vaccins, tant que la majorité de la population ne sera pas vaccinée. C'est-à-dire que l'Internet est une priorité, puis on n'aura pas le choix de continuer à travailler là-dessus. Il va falloir continuer d'aider nos entreprises, même si elles vont très bien, parce que les marchés mondiaux ne se sont pas écroulés, parce qu'il y a encore des échanges commerciaux, parce que les gouvernements ont permis que les échanges se fassent, puis les gens ont continué de dépenser. Les entreprises localement vont relativement bien. Sauf les petits commerces, les restaurants, les nouveaux entrepreneurs, les petites entreprises, les gyms, qui, eux, ont éprouvé beaucoup de difficultés, puis on le comprend, donc il faut être là pour eux autres aussi. Donc, ça va être les priorités, mais je pense que la réponse aux citoyens, d'être là encore présent, ça va être pas mal ce qui va nous occuper au cours des prochains mois, et peut-être une élection. Parce qu'actuellement, Ottawa, c'est un gouvernement minoritaire.
Notre chef Erin O'Toole, qui a été nommé au mois d'août, lui a été clair. Il n'est pas question que les conservateurs on provoque une élection pendant la pandémie. Mais le gouvernement peut décider unilatéralement de demander de dissoudre le Parlement en allant directement chez le gouverneur général pour essayer d'avoir un mandat majoritaire. Donc, c'est des choses qui sont possibles, c'est des choses qui sont sur la table. Donc, c'est possible qu'on ait des élections aussi avant la fin de l'année. C'est donc une autre des priorités. Je ne pense pas que les gens veulent. Je pense pas que les gens veulent qu'on s'en aille en élection en pleine pandémie alors qu'on on subit des restrictions, de l'incertitude, puis tout ça. Mm-hmm. Je pense qu'on devrait, tous les politiciens de tous les partis devraient se mettre au neutre un peu, puis se concentrer sur l'aide aux citoyens, l'aide aux entreprises, puis essayer de traverser cette crise-là. Mais c'est des choses qui sont possibles. Donc, les priorités au cours des prochaines semaines, prochains mois, pour nous, on doit s'organiser, il faut être prêt. C'est pas vrai même si on n'en veut pas, qu'on ne sera pas prêt s'il y a une élection. Donc, on se prépare ici dans le comté, comme on se prépare partout au pays, on se prépare un programme, on doit être prêt parce que c'est un gouvernement minoritaire, puis ça peut arriver n'importe quand. Luc, merci beaucoup pour ce temps et écoute, je te souhaite une belle continuité puis beaucoup de projets là, pour 2021. Merci beaucoup. Merci également d'avoir été des nôtres pour notre émission d'Objectif.